Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons une conférence qui va être donnée par Monsieur Serge Brett-Morel, dont le titre est L'astrologie, de l'influence des astres à l'influence sociale. Cette conférence est organisée par notre organisme, les Sceptiques du Québec. Nous sommes un organisme non lucratif dont la mission est d'aider les gens à développer leur esprit critique en s'appuyant sur les données scientifiques autant que possible. On fait ça aussi par des conférences, par la publication d'une revue, le Québec sceptique, avec notre site web dans lequel vous allez retrouver les enregistrements des conférences, les anciens numéros de la revue, le dictionnaire sceptique, Quackwatch, qui est une revue des pseudomédecines, et différents articles. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook, sur laquelle on affiche des articles d'actualité sceptique plus récents. Pour aider l'association, vous pouvez adhérer à l'association ou vous abonner à la revue ou nous envoyer des dons. Le conférencier de ce soir, M. Brett Morel, il est un ex-astrologue. Il est devenu sceptique après avoir tenté de prouver sa croyance en l'astrologie. Puis justement, en tentant de mettre en place les meilleures conditions pour prouver les croyances de l'astrologie, il a mis à jour de nombreuses erreurs encore inconnues des praticiens, au point d'en conclure que plus rien n'est solide dans sa croyance. Et ceci inclut les traditions, les procédures, les pratiques, l'organisation du milieu astrologique, les fondements théoriques, le symbolisme, les repérages astronomiques, etc. Il est titulaire d'un master en histoire et philosophie des sciences et il a apporté ses compétences techniques à la critique de l'astrologie. Il fait ça depuis plusieurs années. Il interroge maintenant la croyance dans toutes ses dimensions techniques, historiques et pratiques. Il est auteur de 2 livres ici, Astrologie, la fin des mystères et L'astrologie, ça marche trop. Il est conférencier, producteur de vidéos. Plusieurs de ses vidéos sont accessibles sur YouTube. Il a été chroniqueur pour l'heure du doute de 2017 à 2019 et président de l'Observatoire zététique en 2018. Accueillons Monsieur Serge Brett-Morel pour sa conférence sur l'astrologie. Eh bien, merci d'être là ce soir pour cette intervention. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je viens de France. C'est la première fois que je traverse l'Atlantique. Et je vais vous parler un petit peu d'astrologie. Un petit peu parce qu'il y aurait des centaines d'heures à dire sur le sujet. Par contre, je ne vais pas vous parler vraiment d'astrologie pure, puisque comme on vous l'a expliqué, moi je suis un ex-astrologue. Et donc, il y a une vingtaine d'années, j'étais vraiment à fond dans l'astrologie et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de protestations par des scientifiques et tout ça. Et donc, quand je suis rentré dans le milieu astrologique, parmi les astrologues, j'ai commencé à voir les différences qu'il y avait entre tous les astrologues. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est l'astrologie que pratiquent les astrologues. Puis ben voilà, donc elle vient de l'Antiquité, donc avec une assise sérieuse. Puis quand on rentre dans le milieu, on se rend compte que, ah ben non, il y a plein d'astrologies différentes. Il y a des astrologies, donc la tropique, c'est celle que vous connaissez, les 12 signes. Il y en a d'autres qui disent non, non, c'est pas dans les signes, c'est dans les constellations. Et puis il y en a d'autres, ils ont créé une autre astrologie qui est ni dans les signes, ni dans les constellations. Et puis il y a encore d'autres astrologies, astrologie karmique, psychologique, statistique, enfin bon. Et bah, ces personnes, elles ne sont pas d'accord entre elles. Alors elles se réunissent en fédération, elles essaient de discuter un peu, mais elles ne sont jamais d'accord. Et moi, quand je suis arrivé là-dedans, bah, ça m'a déstabilisé. Et puis, bah, comme les autres astrologues, j'étais quand même persuadé de ma pratique, ça marchait tellement bien et tout. Je me suis dit, bon allez, moi peut-être parce que j'avais fait de la philo, puis après j'ai eu mon master en histoire et philo des sciences, et donc je me suis dit, allez, je vais essayer de prouver tout ça, de tout vérifier. Donc chose bête, hein, mais quand on pratique l'astrologie, l'idée, c'est pas d'aller vérifier les fondements, c'est on l'applique, on la pratique, et puis on fait confiance à ce qu'ont fait les prédécesseurs. Et je ne pensais pas que ça, c'était si important finalement. Et quand j'ai commencé à les vérifier, eh ben, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de prouvé déjà. Et puis il n'y avait rien de vraiment fondé. Quand on donnait une explication, il y en avait toujours une autre concurrente. Et puis, finalement, donc, sur quoi on doit choisir. Après, on vous dit oui, mais c'est normal, il faut pratiquer longtemps. Et puis, ben, quand vous êtes dans le milieu, vous assistez à des débats entre des astrologues qui ont 40 ans d'expérience, qui ne sont pas dans la même astrologie, et puis qui se battent. Et puis, ben, leurs seuls arguments, c'est « Regarde, moi, ça marche ». Et puis l'autre, il lui répond « Mais non, regarde, moi, ça marche ». Mais alors finalement, ça veut dire quoi, ça marche? Et vraiment, ça m'a embrouillé. Et donc, je me suis dit, ben, s'ils ne sont pas d'accord aujourd'hui, je vais essayer d'aller voir comment l'astrologie est née.
Et donc, comme j'avais un peu fait d'histoire, et donc en allant dans les textes, je me suis rendu compte que ce que disaient les historiens, c'était pas du tout ce qui circulait dans le milieu astrologique. Donc en plus, je me rendais compte que les astrologues avaient créé une mythologie de leur discipline. Et donc, vraiment, je me suis dit, mais finalement, donc, soit ça tient sur rien, soit il faut vraiment faire le ménage. Donc moi, je venais de philo, et il y a un philosophe qui s'appelle René Descartes, qui, il y a 400 ans, s'est dit, reprenons tout à zéro, et puis on va garder que ce qui marche. Alors j'ai fait comme ça. Et puis j'ai commencé à retirer les trucs qui n'allaient pas, et puis à me rendre compte que dans mes pratiques, il y avait des erreurs dont on ne parlait jamais dans les discussions entre astrologues, des erreurs contre-intuitives. Aujourd'hui, on parle de biais cognitifs, mais moi, je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Et puis, ça, ils ne voulaient pas en entendre parler. Et donc, je me suis dit, je vais essayer, moi, de refonder tout ça. Et puis, en fait, à force de trouver des erreurs, à force de ne pas trouver de confirmation, de vérification ou quoi que ce soit, je suis sorti de l'astrologie. Donc, ça s'est fait en plusieurs années, ça a été compliqué. Et je dirais, pour m'en sortir mentalement, parce que j'ai été obligé de conclure que j'avais perdu 10 années de ma vie, en plus 10 années importantes, c'était mes années de 20 à 30 ans, et que j'allais continuer à travailler sur le sujet de la croyance astrologique en essayant d'apporter les compétences techniques que j'avais acquises, moi, en y croyant. Donc, voilà la personne qui va vous parler d'astrologie ce soir, et qui, en fait, a passé son temps à essayer d'aller vérifier, de répondre à toutes les questions élémentaires qu'on peut se poser. Par exemple, pourquoi y a-t-il 12 signes astrologiques ? C'est vraiment quelque chose d'élémentaire. Les astrologues n'ont aucune réponse pour ça. Il n'y a aucune justification. Donc voilà, c'était pour vous mettre un petit peu en contexte. J'espère que je n'ai pas été un peu trop ambitieux dans mon programme. J'ai prévu beaucoup de choses, mais je pourrais accélérer s'il y a besoin. Je suis invité au congrès des communicateurs scientifiques du Québec, qui a lieu en ce moment. Et donc là, je sors d'un entretien où en fait, on est avec des gens qui travaillent dans le monde des sciences. Et c'est vrai qu'ils souvent ne sont pas confrontés à l'astrologie. Et donc ils se disent, mais l'astrologie, qui s'intéresse ? Et donc, moi, à force de travailler là-dessus, de cumuler un peu des données et tout ça, je me suis rendu compte à quel point je pense qu'on a une fausse idée à ce niveau-là. Donc ce que je vous ai mis ici, c'est la croyance à l'explication du caractère par les signes astrologiques. Est-ce qu'on peut penser que si je suis bélier, alors je suis comme le décrit l'astrologie ? Si je suis taureau, alors je suis comme ceci, comme cela. Et cette croyance-là, elle n'a pas besoin d'envisager que ce que montre l'astrologue, c'est-à-dire le thème de naissance, est-ce qu'il y a des constellations ou pas, ces machins-là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est pas le problème. Et cette petite croyance-là, en fait, comme vous voyez, en fait, depuis 1981, donc c'est des chiffres français que je vais vous donner, depuis 1981, elle oscille à peu près entre 33 et, en ce moment, on est à 44%. Et ce sont des Français adultes qu'on a là. Plus on descend en âge, plus la croyance est forte, et on n'a pas les chiffres pour les adolescents. Donc, c'est une croyance qui est socialement acceptée. Et les quelques chiffres que j'ai trouvés pour les autres pays, on est dans ces eaux-là, quoi. On est au moins à 30%. Donc, pour moi, c'est un sujet qui est important, c'est un vrai phénomène de société sur lequel je pense que personne ne travaille. Je ne connais pas un psychologue, un sociologue, un universitaire qui travaille là-dessus. Moi, ça m'énerve et ça m'inquiète, je suis tout seul à travailler là-dessus. Pour donner une idée aussi, souvent, qu'est-ce que l'astrologie ? On se dit, l'astrologie, c'est les gens qui lisent leur horoscope, parce qu'ils ont besoin d'avoir des prévisions pour la journée, et puis voilà. Quand on a ça, c'est les chiffres que j'ai de 2020 pour les Français, et donc on demandait, lisez-vous votre horoscope et à quelle fréquence ? C'est très surprenant, moi j'ai été très surpris de voir que c'était seulement 6% des adultes qui lisent leur horoscope tous les jours. Je pensais qu'il y en avait plus, mais en fait il y en a très peu. Une fois par semaine, c'est 11, et à peu près une fois par mois, c'est 20. Ce qui fait 37% qui lisent leur horoscope. Et donc là-haut, vous voyez, on a 40% des personnes qui croient dans leur signe astrologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que l'astrologie ? L'astrologie des 12 signes par rapport aux horoscopes et tout ça. Donc, une étude plus récente, en début d'année, compare les Américains et les Français.
Donc ça, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés. Et donc chez les Américains, on a 42% des gens qui disent croire à l'astrologie, contre 32% pour les Français. Donc là, c'est une question générale. Croyez-vous à l'astrologie? Et c'est même donc supérieur chez les Américains. Dans le détail, on ne va pas regarder toutes les données, mais celle que j'ai trouvée intéressante, c'est ce que j'ai entouré en rouge. Et donc, c'est les Américains là. Chez les Américains qui croient dans l'astrologie, quand on mesure le degré de complotisme, puisque c'est l'un des sujets vraiment à la mode, là, il manque la fin de mon écran, d'accord? Et bien en fait, les très complotistes sont à 74, parmi ceux qui croient en l'astrologie. Assez complotistes 48, non complotistes 24. Et en dessous, donc on le voit, voilà, bon, on a les sorcières, je ne sais pas pourquoi, ils ont demandé pour les sorcières, 62 et 32. Donc c'est la première fois que je vois une corrélation nette entre le complotisme et astrologie. Donc je ne sais pas si elle est observée ailleurs, mais en tout cas, moi je suis à moitié étonné en fait. Alors, je vais vous faire un florilège de commentaires et d'analyses critiques, et je vais attaquer ce qu'on appelle des arguments d'autorité. Parce que souvent, les astrologues défendent leur astrologie, mais pas vraiment comme on le fait par exemple en science, en disant, regardez, quand on fait telle expérience, ça donne ça. Alors, on va essayer de tourner en rond, et puis on va vous dire, par exemple, non, mais l'astrologie, c'est universel, c'est le cosmos. Par exemple, donc si on prend la Terre, et qu'on vous dit, si vous êtes du signe du Lion, si vous naissez donc en été, puisque c'est le signe du Lion, à ce moment-là, le soleil est haut dans le ciel, c'est flamboyant, vous allez avoir une personnalité flamboyante. Mais le problème, ils savent très bien, souvent il y en a qui n'y pensent même pas, mais les personnes qui naissent pendant le signe du Lion, mais en Australie, ou en Afrique du Sud, ou en Amérique du Sud, c'est pas l'été là-bas. On est à l'opposé. Et donc le lion qui naît là-bas, il n'est pas flamboyant. Ou alors si, il est flamboyant, mais pourtant il est en hiver. Il y a un problème. Donc ça, c'est un argument très classique de la critique. Donc si on veut un peu un argument plus sophistiqué, on peut dire oui, mais et ceux qui naissent du côté de l'équateur? Là, il n'y a même pas 4 saisons. Comment on doit appliquer les symbolismes de l'astrologie qui pourtant semblent renvoyer un petit peu à la nature, à la Terre, et ceux qui naissent très haut en latitude ou très bas, en s'approchant de, de l'Islande et plus bas dans le sud. Alors là, il n'y a quasiment que 2 saisons. Et bien, cet argument-là, qui est un argument mais vraiment élémentaire, les astronomes, les astrologues le connaissent, mais ils n'ont pas de réponse. Et ils se disent, tant pis. Quand j'étais astrologue, on était en contact avec des astrologues du Sud, on leur demandait, mais comment vous faites, qu'est-ce que vous dites? Ah non, nous on applique le symbolisme traditionnel. C'est-à-dire que même eux, ils acceptaient l'idée que finalement, ce n'était pas lié à leur saison, mais à d'autres saisons. C'est assez incompréhensible. Donc moi déjà à l'époque, je parlais de dogmatisme des symbolismes. Je disais, mais si ça se trouve, en fait, on a calqué des symbolismes des saisons européennes, mais en fait, il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas encore vues, on va pouvoir améliorer l'astrologie, etc., etc. Et puis après, moi j'en suis parti. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas d'argument pour ça. Ça s'est passé au IIe siècle de notre ère, c'était un astronome qui a compilé, un grand astronome, tous les textes astronomiques de l'Antiquité et astrologiques, et qui a posé des bases pour la suite, et il a dit, on va se baser sur les saisons parce que ça marche mieux avec les saisons. Pourquoi ça marche mieux avec les saisons? Ça, il ne le dit pas. Mais il a constaté que. C'est vraiment le seul argument qu'on a. Et après, les astrologues se sont transmis cette tradition et rien d'autre. Donc normalement, les astrologues devraient vous dire, nos symbolismes, ils ne marchent pas de partout. Et en fait, non, ils pensent toujours, vous leur demandez, que leur astrologie est universelle. C'est absolument incompréhensible. Et il n'y a toujours pas de réponse à ça. Et ça, souvent, je vais vous le dire ce soir, quel est le lien avec la réalité finalement? Est-ce que l'astrologie parle vraiment du réel? Un autre argument d'autorité, c'est que l'astrologie est très ancienne quand même. Elle a 2000-2500 ans d'existence. Mais comme je vous l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, le problème, c'est que malgré ça, il reste plusieurs astrologies dans le monde. Alors, si on commence large, on a l'astrologie occidentale, que vous connaissez un peu, et puis, si on va en Inde, c'est une astrologie un petit peu différente, qui ne se base pas sur les signes
astrologiques, mais sur les constellations. Et ils ont encore d'autres paramètres que les astrologues d'ici n'utilisent pas. En Chine, c'est encore complètement différent. C'est vraiment une toute autre astrologie. Ces astrologies-là sont totalement incompatibles. Si on les compare vraiment, si on montre 3 cartes de naissance, elles vont dire des choses totalement différentes. Mais ça ne gêne pas du tout les astrologues du monde entier. C'est comme ça. On va parler de richesse de l'astrologie. Il y a un moment, quand une chose dit le contraire de l'autre, c'est plus de la richesse normalement. Et puis moi je connais que l'Occident, mais en Occident, ça fait partie de ce que j'ai croisé, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des tas d'astrologies différentes, qui pareil, sont montées des fois sur des systèmes techniques différents, qui disent des choses différentes. Donc techniquement, si vous allez voir un astrologue de tel courant, il va vous dire quelque chose. Si vous allez voir un astrologue d'un courant qui s'est monté contre celui-là, il va vous dire peut-être pas l'opposé, mais quelque chose de différent. D'un point de vue déontologique, moi ça me choquait déjà à l'époque. Les astrologues n'assument pas ces différences-là. Chacun travaille de son côté. Ce qui m'a fait rentrer à la Fédération des astrologues francophones en 2003, c'est qu'elle avait l'ambition de réunir les astrologues, de fonder une astrologie sérieuse, etc. Et en arrivant, j'ai appris que c'était une association dont le but initial, c'était de devenir un syndicat des astrologues. Donc ils sont allés au ministère du Travail, super content, mais oui, ça nous intéresse. En gros, si vous pouvez organiser ce panier de crabes, ça serait génial. Nous, on vous suit et puis on verra ce qu'on fait. Et puis donc, les responsables sont revenus et ils ont essayé de réunir les astrologues. Les astrologues n'ont pas accepté de s'asseoir à la même table. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui disaient « oui, mais lui, je ne le veux pas ». Et puis il y en a un autre qui disait « non, mais lui, je ne le veux pas ». Tellement il y a des pratiques qui ne sont pas acceptées de tous, et puis que chacun a ses préférences, etc. Et le projet n'a jamais pu se finaliser, alors que l'État n'attendait que ça. Ça donne une idée vraiment mais des différences qu'il y a entre les astrologies. Donc l'astrologie, c'est une discipline qui a des milliers d'années, mais en fait, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun consensus. On a des systèmes qui peuvent dire le contraire les uns des autres. Les astrologues ne savent pas s'entendre et n'essayent pas. Moi, je l'ai vu. Régulièrement, il y a des gens, c'est les nouveaux qui arrivent, donc ils sont pleins d'énergie positive. Réunissons-nous et puis voyons ce qu'on peut faire. Et puis ils se réunissent et puis après, ça fait pareil, quoi. Et puis 5 ans plus tard, il y en a un autre qui va recommencer. Moi, ce qui me gênait beaucoup, c'est que comme tout est symbolique, on n'avait aucun mécanisme un peu impersonnel, idéalement physique, qui aurait pu nous permettre de distinguer les interprétations personnelles de choses vraiment objectives. Quand on a une carte de naissance avec des configurations de tous les côtés, comment est-ce que je sais moi qu'à tel événement, c'est telle configuration qui est en lien, qui est en jeu, ou telle autre? Il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison, je ne peux pas m'en assurer. Ça ne gêne pas les astrologues. Il n'y a pas de théorie de l'erreur en astrologie. Quel risque on a dans notre pratique? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire parce qu'on ne sait pas trop? Non, c'est des questions qu'on ne pose pas. On interprète et puis si le client est satisfait, c'est bien. Donc il n'y a pas de culture de l'erreur en général. C'est-à-dire que les astrologues ne se critiquent pas vraiment entre eux pour en tirer le meilleur, parce que chacun a plein de théories. Et donc finalement, ça stagne, quoi. Donc quand vous entendez l'astrologie, et puis je vais commettre l'erreur plein de fois ce soir, en fait, il faut entendre les astrologies. Il y en a plein, complètement différentes, qui ne se rejoignent pas, qui se contredisent, qui se montent les unes contre les autres, et elles ne peuvent pas toutes être vraies. C'est ça qui est très important. Et c'est ça qui n'est pas normal que les astrologues ne s'attaquent pas à ce sujet-là. Et moi, là où j'en veux un peu aux médias, c'est qu'ils ne leur posent pas ces questions-là. Souvent, vous avez des astrologues qui sont interviewés. Alors, qu'est-ce que c'est l'astrologie? À quoi ça vous sert là? Mais on ne leur demande jamais, mais pourquoi est-ce que tous les astrologues ne sont pas d'accord entre eux? Et puis si vous dites ça et qu'un autre dit le contraire, alors comment ça se passe? C'est des questions qui ne sont pas posées. Vraiment, moi, ça me manque. Je ne sais pas si vous connaissez l'astrologie amérindienne. C'est parfait. Entre nous, je ne connaissais pas non plus jusqu'à il y a 2 semaines. Et puis le fait de venir ici, et puis le hasard, c'est quelqu'un qui m'a écrit par Twitter en me disant « Oh, regarde ce qu'on m'envoie ». Et donc, je suis allé voir un petit peu ce que c'était.
Et donc pour aller très vite, hein, l'astrologie amérindienne, donc c'est une astrologie chamanique qui renvoie au peuple indien, donc du continent l'Amérique du Nord, et qui renvoie à des animaux protecteurs, des guides spirituels, etc. Et donc pour les Amérindiens, chaque élément de la nature est doté d'un sens profond, que ce soit les animaux, les plantes, etc. Chacun de ces animaux a deux faces, une bonne, une mauvaise, etc. etc. Et j'ai entouré beaucoup de peuples amérindiens, pensent d'ailleurs que dès notre naissance, chacun de nous a un animal totem qui correspond à son signe astrologique. Donc ça a l'air d'être posé dans les traditions. Et donc en termes d'argument d'autorité, la tradition, souvent, ça fait bien. Et donc, si je résume, hein, en cherchant un peu ce qui est écrit sur les différents sites, parce qu'il y a plein de sites qui présentent l'astrologie amérindienne, on dit qu'elle existe depuis la nuit des temps, que les tribus indiennes organisaient leurs déplacements dans l'année selon les positions du soleil, et donc la roue qui s'appelle la roue de la vie astrologique. Donc vraiment, c'est implanté depuis longtemps. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que j'en avais jamais entendu parler quand même, et je documente beaucoup l'histoire de l'astrologie. Et puis donc, en regardant un peu les illustrations, donc déjà je me rends compte, je comprends que ça renvoie à des animaux totems, on aurait chacun notre animal. Et là, c'est un coup de chance en fait, ça fait tilt dans mon esprit. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast qui s'appelle Méta de choc. C'est un podcast qui est consacré à des interviews, surtout ça en tout cas, de personnes qui sont sorties de leurs croyances. Donc moi j'y suis intervenu il y a quelques années. Et donc elle s'appelle Elisabeth Fetty, elle fait un travail incroyable. Elle reçoit des personnes et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, elle les interroge sur comment elles sont tombées dans leurs croyances, qu'elles y ont trouvé, ce qui a commencé à gêner et pourquoi elles en sont sorties. Après, comme on dit, chacun se fait son idée, c'est vraiment passionnant. Il se trouve que 2 semaines avant, elle a produit une chronique sur les racines du chamanisme. Et un truc que j'avais retenu, qui m'avait fait sourire, c'était que l'idée des animaux totems, ça datait du XXe siècle. Alors que moi, je n'étais jamais allé vérifier, puis je me disais, ça doit être très vieux, ces choses-là. J'avais toutes les images qu'on a à la télé, avec le chaman, avec les animaux qui lui tournent autour de la tête, ou je ne sais quoi. Donc déjà, je me suis dit, mais il y a peut-être un truc à aller chercher de ce côté-là. En plus, on nous parle d'une roue ancestrale avec 12 signes astrologiques. Alors là, par contre, c'est mon œil de spécialiste qui réagit, parce que les 12 signes astrologiques, c'est européen. C'est du bassin méditerranéen, et ça ne peut pas être allé en Amérique du Nord avant, on va dire, Christophe Colomb, pour faire très vite. Donc, de toute façon, pas avant le XVIe ou XVIIe siècle. Donc, la tradition en question, elle remonte jusqu'à quand, finalement? Et ça, on est en plein travail sceptique. Un travail sceptique, ça marche comme ça. C'est essayer de trouver des petits trucs qui sont bizarres et aller essayer de les vérifier. Et finalement, en fait, en cherchant un petit peu, l'origine de l'astrologie amérindienne, ça, c'est pas dans l'ordre, tant pis, on se rend compte que celui qui a créé ça, il s'appelle Vince LaDuke, et qu'il est mort il y a une 30aine d'années à peu près. Ouais. Et qu'en fait, l'astrologie amérindienne, ça apparaît dans son livre qu'il a publié en 1980. Donc c'est une tradition qui a moins de 50 ans. Et ça paraît tellement énorme qu'on se dit non, mais c'est fou. Mais en fait, c'est typique des croyances New Age, de se teinter de traditions qui remonteraient très très loin pour assurer leur discours. Et puis, voilà, l'astrologie amérindienne, c'est un peu ça. Donc quand on connaît l'histoire, manifestement, c'est quelqu'un qui est, lui, d'origine indienne, ou à moitié peut-être, et qui, donc, a dû accrocher à l'astrologie européenne, et qui a voulu rapprocher ça de certaines traditions de sa culture propre, et qui a créé, finalement, une nouvelle astrologie. Et en fait, quand on redescend un peu sur Terre, ça a créé des controverses avec le peuple amérindien. En fait, il y a de nombreuses organisations indigènes, telles l'American Indian Movement, le Conseil national de la jeunesse indienne, etc., qui ont commencé à dénoncer tout ce qui se passait autour de cette astrologie amérindienne, en disant « mais ça n'a rien à voir avec nos croyances ». Et donc, vraiment, ils étaient choqués. La première critique, c'était que, donc, il s'est fait appeler Sonbert, en fait, qui faisait du profit en vendant des expériences religieuses amérindiennes à des non-indiens, en quête de conseils spirituels. Et il y avait une sorte de violation pour eux. Leur religion, leurs croyances sont à eux, et l'idée, c'est pas de les partager comme ça. Autre chose aussi, alors moi j'apprends plein de choses en découvrant ça, on lui a reproché
d'utiliser des concepts non indiens, puisqu'il amène l'astrologie européenne, et de faire croire qu'il existe, ou qu'il aurait existé, une culture pan-indienne, comme s'il y avait une culture des Indiens en général. Alors qu'en fait, il revendique manifestement vraiment une très grande variété de pratiques, de cultures, de croyances. Donc attention à ce genre d'argument d'autorité quand on vous dit « Oh, mais ça remonte il y a longtemps, les gens faisaient comme ceci, les gens faisaient comme cela ». Malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas déjà. Et puis surtout, si les gens ne sourcent pas, vous ne pouvez pas aller vérifier vous-même, j'ai envie de dire, faites attention. Et en astrologie, c'est souvent comme ça. Notamment, là, j'en parlerai pas ce soir, mais les astrologues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent ne connaissent pas l'histoire de l'astrologie et les origines de l'astrologie. Et donc, ils vont vous raconter plein de choses du style « Ah, mais les premiers astrologues, ils ont regardé autour d'eux, et puis ils ont vu que les gens avaient des personnalités différentes. Et puis, en regardant bien, ils se sont rendus compte que c'était tous les mois, en fait. Et c'est comme ça que sont nés les signes astrologiques. » Ça, c'est du roman, en fait. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Notamment, je ne le dirai pas ce soir, mais le zodiaque a été créé avant les astrologues. C'est un peu bizarre, hein, mais en fait, le zodiaque, c'est juste un outil de repérage des mouvements des astres dans le ciel, donc c'est technique. Et ça apparaît en 500 ans avant notre ère en Mésopotamie. Et ce qu'on peut appeler des astrologues qui utilisent ce qu'on trouve aujourd'hui, les signes, les maisons, ces choses-là, il faut attendre 400 ans pour que ces choses-là apparaissent. Donc en fait, souvent l'astrologue, il se dit, voilà comment je pratique, donc mes ancêtres, mes prédécesseurs devaient faire pareil. Et c'est vraiment l'erreur de débutant pour un historien, quand on a fait de l'histoire, ne jamais projeter ces questions d'aujourd'hui dans les temps anciens, parce que souvent, ils ne se les posaient pas, parce qu'ils vivaient littéralement dans un autre monde conceptuel. Donc attention à ce genre de choses. Ah oui, donc je vais marquer en bas, le mot tradition, malheureusement, dans tous ces domaines un peu bizarres, c'est un mot marketing en fait. Ça rassure, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a souvent de l'estime pour nos ancêtres et tout ça, ce qui est très bien, mais il ne faut pas que ça devienne un piège. Parce que quand on fait tomber nos barrières, c'est là après qu'on peut devenir vulnérable à d'autres choses, notamment faire des achats, ce genre de choses. Un autre grand type d'argument d'autorité qu'on a avec l'astrologie, c'est que, ok, alors d'accord, c'est faux, mais il y a de très grands esprits qui y ont cru. Donc quand même, s'il y a vraiment des très très grands esprits qui ont cru, ça doit dire quelque chose. Il doit y avoir quand même quelque chose là derrière. Alors pareil, moi c'est un truc que je suis allé un peu vérifier. Je vais commencer avec une citation particulière qui renvoie à notre ami à tous, Albert Einstein. « L'astrologie est une science en soi illuminatrice. J'ai beaucoup appris grâce à elle et lui dois beaucoup. Les connaissances géophysiques mettent en relief le pouvoir des étoiles et des planètes sur leur destin terrestre. À son tour, en un certain sens, l'astrologie le renforce. C'est pourquoi c'est une espèce d'élixir de vie pour l'humanité. » Si Albert Einstein dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, pour les anciens, j'espère que vous avez reconnu la citation dans la grande série d'articles de Denis Hamel, qui est un membre des Sceptiques du Québec, qui a publié beaucoup dans votre revue. Et notamment, il s'était attaqué justement à tous ces grands esprits que les astrologues revendiquent. Et il était allé chercher l'origine de cette citation. Et il est remonté assez loin, jusque dans les années 60 de mémoire, mais il n'a jamais pu remonter à une citation du vivant d'Einstein. Et en plus, les textes qu'on trouve, en fait, ça ressemble à ça, mais c'est assez différent. Et il semblerait que c'est vraiment une citation qui a été purement et simplement inventée, et qui après, par contre, s'est transmise chez des astrologues. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une astrologue qui a été célèbre, qui s'appelle Elisabeth Tessier. En Europe, elle était très célèbre. Et donc, elle a réussi à obtenir une thèse en sociologie sur l'astrologie, et elle ouvre sa thèse avec cette citation. Et donc, c'est censé donner du poids. Et donc, on essaye de s'appuyer sur les grands esprits pour faire passer des idées, en fait, qu'ils n'ont jamais eues. Donc, il faut faire attention. Certains y ont cru, d'autres non. Donc, je voulais juste rendre un petit hommage à Denis Hamel au passage. Un autre grand astronome, c'est Isaac Newton, qui est le fondateur de ce qu'on appelle la gravitation universelle, à la fin du XVIIe siècle, qui explique physiquement, en gros,
pardon, l'état du système solaire et comment se déplacent les planètes, à quelle vitesse, tout ça. Enfin, il répond à quasiment toutes les questions qu'on s'était posées avant lui. Et donc, on dit que Newton était astrologue. Et puis, en fait, on allait vérifier, hein, c'est assez simple. On a énormément de textes sur Newton. Et en fait, quand on va vérifier, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a le décompte, quand il est mort, de tous les livres qu'il y avait dans sa bibliothèque. Et je ne sais plus, mettons qu'il ait eu 2000 livres, il semble que sur les 2000 livres, il y avait 1% de livres sur l'astrologie. Alors c'est très étonnant pour quelqu'un qui aurait été astrologue. En plus, dans tous les textes qu'on connaît de Newton, il n'y a pas l'astrologie qui apparaît. Donc, est-ce qu'il a vraiment été astrologue ou est-ce que c'est juste une rumeur? Et puis, par contre, on sait qu'il a été alchimiste. Il y a 20% de sa bibliothèque, ce ne sont que des livres d'alchimie. Il pensait vraiment pouvoir trouver le secret peut-être de l'immortalité, la pierre philosophale, ou je ne sais pas quoi. Et ça, on a énormément de textes. Alors souvent, des astrologues vont vous dire « Non, mais c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître que Newton était astrologue, parce que vous vous rendez compte, le prestige de l'astronomie et de la science et tout ça. » Mais non, parce que nous, on sait très bien qu'il a été alchimiste. C'est pas un problème. En histoire des sciences, quand on remonte le temps, le monde est différent, les connaissances ne sont pas les mêmes, et on ne va pas juger quelqu'un parce qu'il avait telle croyance. Mais malheureusement, non, Newton, il n'a pas du tout cru en l'astrologie. Et en fait, on s'est rendu compte, on sait aussi que à la veille de sa mort, son gendre, en fait, a passé quelques mois avec lui pour discuter de sa vie, et puis lui poser des questions sur tout un tas de sujets qu'il n'avait jamais abordés dans ses livres, ce qui est normal, et il lui a posé la question de l'astrologie. Et donc Newton lui aurait expliqué, lui aurait répondu qu'en fait, il s'était intéressé à l'astrologie quand il était tout jeune étudiant. Et que quand il avait acheté un livre, il ne comprenait rien parce qu'il y avait plein de mathématiques dedans. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la phrase que je viens de dire. Isaac Newton qui dit « Je ne comprenais rien, il y avait trop de mathématiques là-dedans ». Quand on connaît le monstre que ça va devenir ensuite. Donc il s'y intéressait tout au début. Je crois qu'il dit même que c'est un peu pour ça qu'il est allé s'intéresser un peu aux mathématiques et commencer les maths. Puis il a laissé le livre de côté. Et puis il l'a repris quelques années après. Et il dit « Quand j'ai repris le livre, j'ai compris qu'il n'y avait absolument rien d'intéressant là-dedans ». Et voilà l'expérience de Newton avec l'astrologie. Pourtant, vous allez voir encore des gens dire que Newton était astrologue, qui fait partie des grands esprits qui y ont cru. Donc non, ça ne marche pas. Un dernier exemple qu'on a, qui lui est un peu plus compliqué, c'est Kepler, donc un astronome qui est du siècle quasiment 50 ans avant Newton, qui lui va démontrer que les planètes tournent autour du Soleil sur des ellipses, et donc elles ne tournent pas autour de la Terre sur des cercles. Donc c'est aussi une révolution, mais c'est juste mathématique. Et lui, par contre, quand il était jeune, il était passionné d'astronomie et d'astrologie. Quand il était étudiant, il montait déjà les thèmes de naissance de ses copains. Donc ça, on ne peut pas trop le mettre en doute. Il a écrit plusieurs traités sur l'astrologie, dont un où il essaye de trouver de nouveaux fondements, comme les astrologues font depuis des siècles et des siècles. Chacun essaye de trouver un fondement, mais ça ne marche jamais. Il a publié d'autres livres donc, sur l'astrologie, où il discute notamment avec d'autres astrologues, ce genre de choses. Et on est en un temps où réellement, en fait, il pense que les planètes ont une forme de musicalité. Et lui, il croit littéralement à ce qu'on appelle l'harmonie des sphères et l'harmonie du monde. Et pour lui, les planètes ont une musique céleste que nous, on n'entend pas, mais que la Terre entend, etc. Et c'est vraiment astrologique. Jusqu'à la fin de sa vie, il va monter des thèmes de naissance, il va se faire rémunérer pour ça. Mais on est dans un temps où il y a des guerres de partout en Europe, ce qui fait qu'il est obligé après de vivre, et donc il va se faire payer et vivre grâce à l'astrologie. À mon avis, c'est ce qui fait qu'il y a un mythe sceptique qui perdure, où vous trouverez des astronomes qui vous diront « Oui, Kepler a fait de l'astrologie, mais c'est parce qu'il avait besoin d'argent. » Alors c'était vrai à la fin de sa vie, mais quand le reste du temps, même s'il a tiré un peu la langue, il n'avait pas besoin de ça pour vivre. Lui, il y croyait vraiment, quoi. Et donc, il a bien cru en l'astrologie. Alors, et maintenant, on fait quoi avec ça? En fait, est-ce que c'est un argument, d'abord, pour l'astrologie? Et puis, en cherchant un petit peu, parce que c'est ça qui est intéressant aussi,
il y a des bouquins sur l'astrologie écrits par des historiens, pas par des astrologues. Et dans l'un d'entre eux, qui est vraiment l'une des références, qui s'appelle Kepler, astronome, astrologue, eh ben, il y a ce petit paragraphe qui est tiré d'une lettre de Kepler en 1606, donc il avait 30 ans, il était encore tout jeune, et il écrit à quelqu'un ah, mais tu attribues tout ce pouvoir à l'astrologie. Pour moi, voilà déjà 10 ans que je rejette complètement la division en 12 signes, les maisons, les dominations, les triplicités. Je ne retiens que les seuls aspects et ramène l'astrologie à la doctrine harmonique. C'est-à-dire qu'il y a encore plein d'astrologues qui revendiquent Kepler comme un modèle, mais c'était un modèle qui rejetait tout ce à quoi ils adhèrent aujourd'hui. Ça amène à des contradictions comme ça qui sont assez, moi je trouve, savoureuses. Mais par contre, je suis sûr que ces astrologues ne sont même pas au courant en fait. Mais c'est important de connaître ça. Donc même s'il y a des grands esprits qui ont cru en l'astrologie, c'est vrai, il y en a combien de grands esprits qui n'y ont pas cru? Ça aussi, on n'en parle pas. Il y en a beaucoup plus, de toute façon. Même si on vous dit oui, mais avant tout le monde y croyait, etc. Non, non. Ensuite, c'était surtout des littéraires, et c'était surtout avant la révolution copernicienne, c'est-à-dire quand l'image du monde a changé, et qu'on a commencé vraiment à s'approcher de la science qu'on connaît aujourd'hui. Donc quand on découvre les lois de la physique au XVIIe ou la fin du XVIIe, on comprend que la réalité est totalement différente de ce que représente l'astrologie. Donc là, le nombre de grands esprits va déjà beaucoup baisser. On va commencer à comprendre les lois du hasard aussi, les probabilités, ce genre de choses. Ça va mettre plus de temps, mais quand on acquiert ces connaissances-là, c'est pareil, les grands esprits qui croient en l'astrologie, il y en a de moins en moins, quoi. Et puis alors au XXe siècle, c'est vraiment la mode en ce moment, ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire si vous avez une petite erreur dans votre pratique et que vous ne vous en rendez pas compte, si vous la recommettez tous les jours, vous ne vous rendez pas compte de votre erreur, ce qui fait qu'elle vous cache tout un tas de questions que vous pourriez vous poser autrement. Donc ça fait un biais, un angle mort qu'on ne voit pas. Et donc il y a des, je ne sais plus combien de centaines de biais cognitifs qui sont identifiés aujourd'hui. Et en fait, si vous prenez sur les 50 dernières années, les grands esprits qui croient en l'astrologie, je ne veux pas dire qu'on les compte sur les doigts d'une main, mais il n'y en a quasiment plus, quoi. Donc c'est vraiment plus un argument, et c'est un argument qu'on peut vraiment dépasser maintenant. Ensuite, rapidement, je vais essayer d'être rapide parce que sinon il y en aura pour des heures, j'aimerais vous parler du ciel des astrologues. Parce que les astrologues, ça renvoie au ciel quand même. Et donc, qu'est-ce que le ciel des astrologues? Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez pas mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en haut et en bas, je vous ai mis l'état du ciel à un instant donné, je ne sais plus, en 2015. Et donc, vous voyez, en haut, c'est un ciel tel qu'on peut se le représenter, c'est-à-dire il y a plein d'étoiles, il y a le Soleil, et puis il y a 3 planètes que je vous ai indiquées là. Et donc, ça, c'est le ciel qu'on va appeler des astronomes. Quand on regarde, c'est ce qu'on verrait s'il n'y avait pas l'atmosphère à cause du Soleil. Et en bas, il manque la fin de l'écran, mais c'est pas grand-chose. C'est le même ciel représenté dans le système astrologique. Et donc, si vous vous rendez compte, il y a quelques différences en fait. Et ça paraît quand même très très bizarre, on est très loin du ciel réel. Et ça vient d'où? Et en fait, l'explication, elle est là. C'est-à-dire que si vous prenez l'image du haut, et que vous tracez la ligne rouge là, qui passe par le Soleil, cette ligne rouge, c'est la ligne que parcourt le Soleil toute l'année. On appelle ça la ligne écliptique. Et donc chaque année, il revient sur cette ligne-là. Et ça recommence et ça recommence. Et en fait, les planètes dans le système solaire vont longer cette ligne tout le temps, et des fois en dessus, des fois en dessous, des fois en dessus, des fois en dessous. Et donc, le problème qui se pose, c'est quand est-ce que les planètes passent par cette ligne et où sont-elles par rapport à cette ligne? On a vraiment pu répondre à ces questions avec le travail de Kepler. C'est le premier qui a été capable de prévoir quand est-ce qu'elles passaient en dessus ou en dessous, etc. Auparavant, ce n'était pas possible. Donc comme ce n'était pas possible, on ne prévoyait pas les éloignements, on prévoyait juste l'avancée moyenne le long de la ligne. C'est pour ça que les astrologues ne retiennent que les points qui sont sur la ligne. Et ça, c'est un reste de la vieille astronomie, et c'est pour dire que quand les astrologues disent qu'ils utilisent l'astronomie, pour la très grande majorité d'entre eux, c'est l'astronomie avant Kepler, c'est-à-dire avant le XVIIe siècle.
c'est quelque chose qui est extraordinaire. Moi, c'est des astrologues qui m'ont fait découvrir ça il y a 20 ans. Et donc, c'est pour dire que les astrologues n'utilisent pas les positions réelles des planètes, hein, mais des positions virtuelles. On les obtient en projetant perpendiculairement sur la ligne rouge. Et donc, quand cette configuration-là, les astrologues vont vous dire « Oh là là, mais il y a une belle, belle conjonction entre Mercure, Vénus et Jupiter, elles sont vraiment l'une à côté de l'autre. » Mais non, en fait, ce sont des projections qui sont l'une à côté de l'autre. Et Vénus n'est certainement pas entre Mercure et Jupiter. Et ça, c'est vraiment des fondements de fondements qui sont connus en théorie dans le milieu. Mais bon, on n'en parle pas trop. Donc, eh ben, les astres du ciel des astrologues, en fait, ce sont des astres virtuels. Et ça, ben, pour moi, il y a un vrai problème métaphysique, parce que quand on veut défendre l'idée d'un lien entre les astres et les hommes, le cosmos et les hommes, ça fait sens. Mais si je veux vous convaincre d'adhérer à une croyance qui manifeste un lien entre les hommes et des points virtuels, des points géométriques en fait, bah, ça ne fait pas tout à fait le même sens. D'un point de vue métaphysique, ça ne devrait pas se défendre de la même manière en fait. Ça c'est, voilà. Moi je vais vous balancer plein de questions que je me suis posées au cours de ma déconstruction. Et toujours le ciel des astrologues, là je vous ai mis la jolie constellation du Sagittaire, au milieu du ciel réel donc, qui en fait juste derrière on a la Voie lactée qui passe. Donc juste pour que vous vous rendiez bien compte, en astrologie, on n'utilise aucun des astres qui sont là. Hein, qu'on soit bien d'accord, le ciel des astrologues est vide. Il est vide d'étoiles. On n'a que des cases vides qu'on appelle des signes astrologiques qui servent à repérer les points virtuels dont je viens de vous parler. Mais les positions des étoiles, les astrologues ne les utilisent pas. Et c'est aussi pour ça que quand on les critique par rapport aux étoiles, bah, ça leur passe un peu au-dessus puisqu'ils n'utilisent pas les étoiles. Donc c'est une critique très pertinente pour dire qu'ils ne sont pas dans le ciel réel, ils ne traitent pas de la réalité du monde, mais par contre, eux, ils se disent « oui, oui, mais c'est normal, on le sait, n'en parlons pas ». Pour terminer avec le ciel des astrologues aussi, dire à quel point vraiment c'est déconnecté du monde réel, il y a une technique de prévision chez les astrologues qui s'appelle les directions. Elle est très en vogue, les astrologues aiment bien utiliser ça, et surtout celle-là, elle vient vraiment de l'Antiquité. Il y a 2000 ans en arrière, les astrologues l'utilisaient déjà, parce qu'elle est très très simple, très pratique, très simple. Ce que vous avez à l'écran, en coloré, c'est la bande des 12 signes astrologiques, et j'espère que ça ne fera pas trop de bruit, les différentes planètes sont celles qui sont au centre au moment de la naissance d'une personne. Donc là, vous avez grosso modo le thème de naissance d'une personne avec les positions de Vénus, par exemple, en Scorpion, le Soleil en Balance, ce genre de choses. Et une technique de prévision consiste à dire mais qu'est-ce qui se passe si on prend toutes ces planètes-là et qu'on les décale d'1 degré, 2 degrés, 3 degrés, disons par année de vie de la personne. Est-ce que dans 25 ans, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah ben, déplaçons les planètes de 25 degrés. Pourquoi? Comme toujours en astrologie, pourquoi pas? Il n'y a aucune justification. Hein. Mais sinon que oui, mais ça fait 2000 ans que ça existe. Et donc il ne vous manque pas grand-chose sur le côté. Et donc ici, j'ai pris un exemple au hasard pour 43 ans. Donc, pour 43 ans, s'il vous manque la partie à droite, c'est dommage, il faut que vous imaginiez que, on voit celle-là, ces planètes ont avancé de 43 degrés. Un signe, ça fait 30 degrés, donc vous voyez, elles ont avancé d'1,5 signe. Pour les distinguer, on les met dans un deuxième cercle. Et puis, on va regarder quels angles, par rapport au centre, elles font avec d'autres planètes. Et ça permettra de faire des interprétations et des prévisions. Ça, c'est une technique donc, de prévision en astrologie qui est vraiment très utilisée. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce qu'on vient de faire là, il faut bien vous rendre compte que c'est des positions qui n'existeront jamais en fait. Parce que les astres n'avancent pas à la même vitesse. Donc si Vénus se retrouve un jour là-bas, à ce moment-là, je ne sais pas, Mars sera complètement ailleurs. Donc on n'est pas du tout dans le ciel réel quand on fait ça. En plus, moi c'est un petit peu choquant, mais la Lune
qui fait quand même le tour de la Terre en un mois, avance à la même vitesse que Pluton, qui fait le tour du Soleil en 250 ans. Donc l'astronomie en prend un petit coup quand même là-dedans. Moi je sais que j'ai jamais pu adhérer à ça, même quand j'étais croyant, je ne comprenais pas quoi. Donc la contrainte astronomique en astrologie, oui mais pas trop quoi. Et il y a plein de techniques comme ça qui s'affranchissent en fait de la réalité de l'astronomie pour s'accommoder un peu des choses. Donc autant les interprétations peuvent être symboliques, comme disent les astrologues, autant les positions des astres, elles ne devraient pas être symboliques. Surtout que là, elles sont carrément imaginaires. Ce sont des positions qui n'existent pas en fait, qu'on interprète, qui n'existeront jamais. Donc, pour aller plus loin, moi je vous ai dit, et si on avançait d'1 degré par an? Mais et si on avançait d'1 degré par mois? Ou de 2 degrés par an? Eh bien, il y a plusieurs techniques de direction. Chacun a créé sa technique. Et donc, en fait, vous avez plein de possibilités comme ça pour faire des prévisions en choisissant le nombre de degrés, le nombre d'années auxquelles ça correspond. Et d'après tout le monde, ça marche. D'après ceux qui les utilisent, ça marche. Et puis, il y a quand même des gens qui viennent critiquer en disant « Non, mais c'est pas vrai, cette technique-là, elle ne marche pas. Celle-ci, elle marche mieux. » Ou il y en a qui disent « Il n'y en a aucune qui marche. » Les astrologues ne savent pas se mettre d'accord. Mais vraiment, quand on rentre dans le monde de l'astrologie, l'importance de la créativité, c'est bien plus important que toute autre chose, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, l'astrologie, ce n'est pas un outil d'exploration du réel. C'est un outil d'inspiration, c'est un outil d'imagination, éventuellement, de se poser des questions sur soi, sur sa vie, etc., mais arbitrairement, mais pas plus. Donc l'astronomie est en option sur cette technique. Bon, ça je vais passer, mais pour donner juste un exemple, quand on a découvert la planète Neptune, on l'a découverte grâce à des calculs mathématiques. On venait de découvrir Uranus, et il y avait des problèmes dans les mouvements d'Uranus. On s'est dit, il y a peut-être une planète plus loin, et on a utilisé les lois de Newton pour essayer de voir où elle pourrait être. Je schématise, je vais très très vite. On l'a trouvée à peu près où on l'avait prévu. Ça a été comment dire, le couronnement du travail de Newton, même s'il était déjà décédé. Et donc, fort de cette expérience, l'astronome Le Verrier, c'était un Français, s'est dit, mais on a un problème avec la planète Mercure qui n'avance pas tout à fait comme elle devrait par rapport aux lois qu'on connaît. Et bien peut-être qu'il y a une planète qu'on n'a pas vue, parce qu'elle est trop proche du Soleil. On va l'appeler Vulcain, on ne sait pas. Et donc, il est parti dans de grands calculs et tout, et il a fait une théorie, il a dit que Vulcain devait être là. On a essayé de la trouver, on ne l'a pas trouvée. On a essayé plein de fois, on ne la trouvait pas. Ou alors il y a des gens qui la voyaient, mais ils ne la voyaient pas ensemble, pas au même moment, pas où elle devait être. Donc c'était compliqué. Et puis est arrivé Albert Einstein, donc c'était, on va dire, autour de 1915, qui lui a démontré avec sa nouvelle théorie de la relativité que, en fait, on pouvait rendre compte du mouvement de Mercure, mais qu'il n'y avait pas du tout besoin qu'il y ait une nouvelle planète. Donc on a su à ce moment-là que Vulcain n'existait pas. Et bien je vous le donne en mille. Dans tout ce temps, entre le temps de l'hypothèse et le temps où on a invalidé ça, Vulcain avait intégré le monde de l'astrologie. Donc ils avaient intégré ce point virtuel, puisque c'est juste des points, avec un certain cycle, etc. Et aujourd'hui encore, dans les logiciels d'astrologie, si vous voulez, vous pouvez utiliser la position de Vulcain. Et puis faire des interprétations avec. C'est complètement fou. Mais c'est vraiment ça, l'astrologie. Et donc, là, j'en ai mis d'autres. La planète X, qui aurait dû être au-delà de Neptune, et qui n'est pas Pluton, elle y est toujours aussi, mais bon, elle n'existe pas. La Lune noire, c'est top. La Lune noire aussi, c'est intéressant pour les astrologues karmiques, les vies antérieures, tout ça. C'est une hypothèse qu'on a faite au 19e siècle, je crois. Est-ce qu'il y aurait une petite deuxième Lune autour de la Terre qu'on n'aurait pas vue? Et puis, bon, on s'est rendu compte, finalement, que ce n'était pas possible. Mais pareil, c'était rentré dans le monde des astrologues. Alors il y a un astrologue, il a dit, non mais ok, on va changer la définition. C'est plus une deuxième lune, c'est... Alors il a créé un truc, c'est le deuxième foyer de l'orbite lunaire autour de la Terre. Donc l'idée, c'était que ça marchait tellement bien, le symbolisme était tellement intéressant, que on a changé la définition pour garder le symbolisme.
Et donc, moi, j'appelle ça la fécondité du faux. C'est-à-dire qu'avec des trucs dont on sait que ça n'existe pas, que c'est pas possible, eh ben, il y a des astrologues, parce qu'eux, ils ne sont pas au courant ou ils ne sont pas d'accord, eh ben, si, ils les utilisent et ça marche. La phrase « ça marche, c'est magique » en astrologie, c'est terrible. Pour le plaisir, Pluton, qu'on a découvert en 1930, là, je vous ai mis une représentation de ce qu'on appelle la bande zodiacale. Donc, si on suit les 12 signes astrologiques, c'est la bande bien jolie, bien géométrique. C'est la bande des astrologues. Et donc, quand on regarde les planètes visibles à l'œil nu, elles sont toujours dans cette bande. Si derrière, on transcrit les constellations, telles qu'elles sont définies depuis 1930, donc déjà, voilà, là, c'est pas très clair, mais en fait, elles sont décalées d'un cran. Et puis, vous voyez, elles sont plus larges, elles dépassent en haut, en bas, etc. Je me suis amusé, il y a quelques années, à retracer une orbite de Pluton. Parce que moi, je savais que Pluton, elle s'éloignait beaucoup de la ligne écliptique. Et donc là, vous avez une orbite de Pluton, c'est peut-être la dernière orbite de Pluton. Et donc, on la suit. Et si vous regardez bien, elle passe la majorité du temps en dehors du zodiaque. Et notamment, elle ne passe jamais dans certains signes. Donc moi, j'ai pas de chance, je suis né avec Pluton en balance. Et Pluton, elle passe jamais en balance, elle est toujours au-dessus. Mais bon, non, Pluton était en balance. Ah, c'est pas Pluton, oui, mais c'est la projection, en fait. On n'est pas dans le ciel réel, encore une fois. Et donc, puis les astrologues n'ont pas essayé de modifier leur zodiaque ou quoi que ce soit. Quelle heure est-il? Je peux continuer encore. Ok. Bon, je continue. Ok, l'astrologie s'est fondée sur rien de concret, manifestement. Mais bon, les astrologues ont peut-être travaillé sur un phénomène qui n'ont pas les compétences pour le déterminer. Et puis peut-être que ça marche, peut-être qu'il y a vraiment des choses qui marchent là derrière. Et donc, et si on testait l'astrologie? Moi, je sais que des fois, je croise encore sur Internet des gens qui me disent « mais et si on testait l'astrologie? Moi, ça serait réglé, quoi. » L'astrologie a été testée près d'1 millier de fois depuis un siècle. Parce que bien sûr, tout le monde veut savoir si ça marche pas, si c'est vrai ou pas. Vous entendrez aussi des fois des astrologues qui vous disent « mais non, mais les scientifiques ne veulent pas tester l'astrologie, vous vous rendez compte, si c'était prouvé, ça remettrait en question la science. » Mais il faut redescendre dans le monde réel. Un scientifique qui prouve l'astrologie, c'est le prix Nobel. C'est ça la réalité. Je veux dire, tout le monde peut prouver l'astrologie s'il y a quelque chose qui existe. Donc il y a plein de gens qui ont réfléchi sur ces sujets. Et puis des tests, on en a des tonnes. Et souvent avec des astrologues. Donc, je vais vous parler de quelques tests rapidement. Et notamment une qui est très souvent citée dans le monde des sceptiques, parce qu'elle est quand même de qualité. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous vous arrêtez pour changer la cassette. Ah. Je crois que c'est le moment. C'est tout bon? Eh bien donc, je vais vous parler de l'expérience de Carlson, qui date de 1985. Donc Carlson, c'est un physicien qui a voulu tester l'astrologie. Comment on peut tester l'astrologie? Il y a plein de manières de le faire, c'est possible. L'une d'entre elles, c'est de demander à des astrologues de monter des thèmes de naissance, et après, de demander aux gens concernés qui retrouvent leur thème de naissance. Ça a l'air simple, puisque tout le monde dit « moi, mon thème de naissance, il me parle vraiment de moi, c'est vraiment moi, etc. » Une deuxième façon de tester qu'il va mettre en place, c'est de dire l'astrologue dit qu'il peut parler des gens sans les connaître grâce au thème. Eh bien, on va demander à des gens d'aller passer des tests, un test psychologique chez un psychologue, avec un test reconnu et tout ça. Et puis, on va donner le résultat du test à un astrologue, et puis il va pouvoir associer ça à des dates de naissance. Normalement, il n'y a pas de problème, ça doit marcher. Donc, pour que les choses soient vraiment bien faites, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cette expérimentation. D'abord, Carlson s'est dit, je veux m'entourer d'astrologues sérieux. Alors qu'est-ce qu'un astrologue sérieux? Ça c'est une grande question, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Donc on va dire reconnus par leur père, renommés au moins dans la profession, enfin je ne sais pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté le National Council for Geocosmic Research, c'est-à-dire la grande association d'astrologues.
Alors, je ne sais plus si c'est des États-Unis ou d'un État en particulier, je ne sais plus. Et donc, c'est eux qui ont choisi, en fait, les meilleurs astrologues qu'ils ont envoyés pour ce test. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a demandé aux astrologues toutes les suggestions qu'ils voulaient intégrer à l'expérience. Pour pas qu'on puisse dire après, non, mais il manquait telle chose ou telle chose. Donc, on a bien tenu compte de ce que proposaient les astrologues. Donc, le test, en gros, est en deux parties. La première, on va donc demander, les astrologues ont monté des portraits des cartes de naissance des gens, et on va demander aux gens donc de retrouver leur thème. En fait, on va leur demander, en leur donnant leur thème, plus deux autres, tirés au sort parmi les autres sujets de l'expérience. Donc, si l'astrologie ne marche pas à ce niveau-là, ils ont 33% de chance de trouver leur thème, hein, une chance sur 3 en tirant au sort. Et les astrologues prédisaient plus de 50%. Ils ne sont pas trop mouillés. La partie 2, donc le test de psychologie, c'est le California Personality Inventory, que les astrologues manifestement connaissaient. Et là, on va faire le contraire, c'est-à-dire que les astrologues auront à choisir parmi 3 portraits psychologiques et une bonne date de naissance. Donc ça va être à eux de dire à quoi elle correspond. Donc prévision, hein, ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, hein, s'il n'y a pas de phénomène astrologique, 33%, et d'après les astrologues, plus de 50%. Mais attention, parce que c'est assez facile de biaiser ce genre d'expérimentation. C'est pour ça aussi que c'est super intéressant. D'abord, on a questionné les sujets, et on a enlevé tous les sceptiques, qui ne viennent pas répondre à côté ou essayer de truander un peu l'expérience. Donc, ces personnes-là, on les a mis, je crois, dans le groupe de contrôle. Le groupe de contrôle, ça va être un groupe qui va faire les mêmes expériences, mais ce sont des personnes qui vont choisir vraiment par hasard. C'est-à-dire qu'on va leur donner 3 thèmes, mais qui ne sont pas le leur. Et donc, bon, ils vont choisir, et puis eux, ça sera par hasard. Par contre, on va donner les mêmes combinaisons qu'on va donner à des vrais gens dans l'expérience. Et comme ça, on va pouvoir comparer entre un pur choix au hasard et un choix avec quelqu'un dont le thème est dans le groupe. Ça permettra de mettre en relief les résultats. De l'autre côté, s'il y avait des connaisseurs de l'astrologie, ceux-là, on les a bien gardés. Parce que l'idée, ce n'est pas de rejeter ceux qui y croient. Par contre, ceux qui connaissent trop l'astrologie, genre un astrologue, lui, c'est pas pareil. On va le mettre de côté parce qu'il connaît trop bien l'astrologie, donc il pourrait retrouver son portrait, mais pas parce que l'astrologie marche. Dans la partie 1, ça c'est génial, comment dire, quand on va donner 3 thèmes de naissance aux gens, on va bien faire en sorte que ces 3 thèmes de naissance, ce soit 3 fois au moins le même signe astrologique. C'est-à-dire qu'il faudra que les 3 soient du bélier ou les 3 soient du taureau, etc. Parce qu'on avait déjà remarqué, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler plus tard, qu'en fait la connaissance de son signe, ça peut être un biais. Si on connaît bien son signe, on peut retrouver sa carte de naissance si l'autre c'est la carte d'une balance ou l'autre c'est la carte d'un verseau ou je ne sais quoi. Donc on a évité ce biais et en fait quand les gens choisissent le portrait, ça sera 3 fois leur signe et le reste par contre c'est différent. Ensuite, donc d'après les astrologues, il ne fallait pas que les gens aient plus de 3 ans d'écart. Bon, s'ils avaient 10 ans d'écart, manifestement, ça changeait des choses. Bon, on a respecté ça. Pareil pour le groupe de contrôle. On a fait attention de ne pas mentionner le genre. Et plus loin, on a fait en sorte même de grouper les genres, c'est-à-dire que ce soit 3 femmes, 3 hommes, etc. Évidemment, il ne fallait pas qu'il y ait de référence à la carte de naissance. Et si le moment de naissance n'était pas connu assez précisément, donc on l'enlevait aussi de l'expérience. On voulait vraiment que ce soit bien fait. Pour la partie psychologique, justement, par rapport au test psychologique, on a bien donné le même sexe au choix des astrologues. Parce que certains auraient pu être plus masculins ou féminins, et on ne voulait pas que ça intervienne. Bon, les résultats, c'est assez simple. Quand les sujets essayent de retrouver leur thème, une chance sur 3 à 33%, ils réussissent dans 33,7% des cas. C'est-à-dire comme s'ils avaient tiré au sort. Vraiment, il n'y a même pas il n'y a quasiment rien de plus et pas suffisamment pour que ce soit significatif. Quand les astrologues choisissent parmi les 3 portraits psychologiques, ils font mieux, si on peut dire, ils font 34%, contre 33% par le hasard. C'est assez terrible comme expérience, ça remet vraiment en question
les évidences qui sont affirmées par les astrologues en permanence. Et donc, c'est vraiment l'échec du thème de naissance. Ce qu'on a mis à droite, est-ce que j'en parle après? Ouais. Ce qu'on a mis à droite, c'est les résultats. En fait, vous avez, en haut, c'est un nombre, et en bas, c'est la confiance des astrologues dans leur choix. Il fallait qu'ils numérotent de 0 à 10, de 1 à 10. Et en fait, en rayé, donc, c'est les résultats de leur choix, et en blanc, c'est tous les choix. Et en fait, on se rend compte que, quelle que soit la confiance qu'ils ont en eux, le taux de réussite n'est pas meilleur. Donc en fait, même quand ils ont confiance, ça ne marche pas mieux. Une autre façon de présenter les choses, c'est celle-là. Et en fait, on se rend compte, on pourrait penser que plus ils sont sur 2, et plus les points montent. Et en fait, non. Déjà, en moyenne, ça descend. Et en fait, manifestement, la confiance qu'ils ont dans leur choix ne suffit pas pour valider un résultat. Donc ils ont confiance en eux, d'accord, mais ils ont manifestement trop confiance en eux. Alors attention, cette expérience a été répliquée à maintes reprises. Parce qu'une expérience, ça ne prouve rien en science. Ça peut réussir par hasard ou échouer par hasard, ou pour des biais qu'on ne connaît pas. Donc il y a eu plein de réplications avec des petites variantes et tout ça. Et les astrologues ne réussissent jamais à ce genre d'épreuve. Pour le plaisir, justement, une des variantes, c'est quelqu'un qui s'appelle un Hollandais, je crois, Nanninga, qui a reproduit ce genre d'expérience. L'idée, c'était de donner 7 dates de naissance de profils, de professions très très différentes. Et donc l'idée, c'était de contacter, donc il a contacté l'Association nationale des astrologues de son pays, et ils ont pu poser toutes les questions qu'ils voulaient aux 7 personnes concernées. Donc seulement, tout ce qu'ils pouvaient, ils ne pouvaient pas poser des questions sur la date de naissance. Et donc, ça n'a encore pas marché. Ils n'ont encore pas réussi à associer les bonnes réponses. Mais en fait, ce qu'a fait Nanninga, c'est qu'il a comparé comment les astrologues ont attribué les dates au profil. Et en fait, les attributions sont totalement hétérogènes. C'est-à-dire que non seulement ils ne retrouvent pas, mais en plus, ils se trompent différemment. Donc comme je vous le disais encore une fois, auparavant, vraiment la question de la créativité, c'est vraiment important en astrologie. Et franchement, quand on est face à un astrologue qui est très créatif, qui vous donne des idées et tout ça, ça peut être même jouissif, inspirant et tout ça. Mais quand on confronte ça à la réalité, en fait, les astrologues ne sont pas cohérents entre eux, et vraiment, ils n'ont pas manifestement accès au réel. Donc c'est assez dur ce que je dis là, mais vraiment, on a pris le temps, on a étudié tout ça. Une autre expérimentation que j'aime beaucoup, de Dean et Kelly, c'est, ce sont des personnes qui se sont procurées un fichier qui datait d'avant eux, par d'autres chercheurs, lesquels avaient utilisé des personnes nées à Londres entre le 3 mars et le 9 mars 1958. Et eux, ils ne s'occupaient pas du tout d'astrologie. L'idée, c'était d'opérer des mesures psychométriques de 110 variables, dont le quotient intellectuel, auprès de cette population de 6000 personnes. Et donc, à plusieurs moments de leur vie, 11 ans, 16 ans, 23 ans, etc. Et donc, l'idée, ça a été de se dire, mais génial, on a vraiment les données de naissance précises. On avait même l'heure de naissance pour chacune des personnes, puisqu'elles étaient nées au même endroit. C'était dans un hôpital, je crois, ou des hôpitaux, que les chercheurs s'étaient procurés les profils. Et on a voulu comparer, en fait, ça c'est la location géographique, c'est juste pour faire joli, des personnes, vraiment c'est elles sont toutes nées très très proches les unes des autres, parce que la localisation de la naissance c'est important quand l'astrologue monte son thème. Et bien, parmi cette population, on s'est demandé, alors, si on répartit ça selon les signes astrologiques, selon les dates de naissance et les données astrologiques, est-ce qu'on peut trouver, vu le nombre de variables qui a été mesuré, une cohérence, soit sur ce que les gens sont devenus, soit sur leur personnalité? Voyons ça. Et donc, attention, parce que du 3 au 9 mars, ça fait 6 ou 7 jours, et n'importe quel astrologue vous dira que la Lune, en 6 ou 7 jours,
elle se balade dans le zodiaque. Donc on ne peut pas comparer deux personnes qui sont nées à 6 jours d'écart. Il y aurait quand même des différences. Et puis le reste du ciel aurait bougé un petit peu aussi. Donc ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont pris toutes les personnes qu'ils ont gardées, je ne sais plus comment ils ont gardé ou pas conservé, mais ils ont conservé 2100 paires de... On va appeler ça 2100 paires d'êtres humains pour l'instant. Et ils les ont rangés de la première naissance le 3 mars à la dernière le 9 mars. L'idée, ça a été de comparer dans l'ordre les personnes de la première à la dernière, mais deux par deux. Comme ça, on a vraiment comparé des personnes nées proches les unes des autres. Et en moyenne, à moins de 5 minutes d'écart. Donc là, en termes de précision, on est très fin, et on est vraiment dans la limite de ce que les astrologues appellent les jumeaux astrologiques. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment le même, ou quasiment le même ciel de naissance. Donc là, vraiment, s'il y a quelque chose à mesurer, ça doit se voir quand même. Et bien, bon, vous imaginez le résultat, aucune corrélation. On n'a rien trouvé. Rien dans les réalisations professionnelles, rien manifestement en termes de personnalité, de QI et tout ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment aussi une expérience qui est très forte, qui est très sérieuse, et qui semble vraiment invalider la chose. Et il n'y a pas vraiment de réponse à ça du côté des astrologues. Donc la date de naissance, est-ce que c'est vraiment important en astrologie? C'est fou, hein, le genre de questions qu'on se pose quand on commence à vraiment rentrer dans le détail. Une dernière expérimentation que je vais vous raconter, hein, ça c'est l'abstract de l'article, c'était en 2006, c'est une expérimentation que j'aime beaucoup, parce que souvent vous verrez sur Internet des articles basés sur on a comparé le nombre de présidents de la France, et puis on a regardé comment les signes astrologiques étaient répartis. Est-ce qu'il y a un signe astrologique plus propice à être président ou Premier ministre, des trucs comme ça? Puis on peut faire ça avec n'importe quoi, les sportifs, je ne sais plus ce que j'avais vu il n'y a plus si longtemps. Et le problème, c'est que quand on fait comme ça, on commet une erreur statistique, parce que ce n'est pas intuitif, les statistiques. Et cette expérimentation, justement, elle montre bien le problème. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'est un chercheur qui a réussi à se procurer les données d'un assureur. Et donc, ce qui l'intéressait, lui, c'est manifestement aux entrées d'hôpital, il a pu obtenir 10 millions de dossiers de personnes qui avaient été hospitalisées pour des centaines de raisons différentes. Et en astrologie, il y a une vieille astrologie qui s'appelle l'astrologie médicale, et qui dit, surtout aujourd'hui, que selon tel signe, vous allez plutôt souffrir des genoux, plutôt des chevilles, plutôt de ceci ou de cela. Et donc, là, on a 10 millions de personnes. Franchement, s'il y a quelque chose, on doit pouvoir voir ressortir des pics sur certaines pathologies, et puis même trouver des trucs que les astrologues n'avaient pas vu venir. Donc, Austin, il s'appelle, il lance son étude, et en fait, il donne le résultat, et effectivement, il y a vraiment des grands pics à certains endroits. Donc, il y a des signes qui sont beaucoup plus représentés que d'autres, mais vraiment plus représentés. Et donc, est-ce qu'il faut en conclure qu'il y a des signes qui sont propices à avoir telle maladie, tel accident, ce genre de choses? En fait, non, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, il a utilisé la moitié de son fichier. Parce que si ces pics-là sont vraiment des causes, que vraiment il y a un rapport entre le signe astrologique et la pathologie, alors on va le retrouver dans les 5 millions d'autres. Il n'y a pas de raison, puisque ça marche pour tout le monde. Alors que, en fait, quand on fait des stats et qu'on joue sur des grands nombres que ça, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des fluctuations qui font qu'on a des grands pics qui peuvent apparaître par hasard. On le sait, c'est tout le temps comme ça, dans n'importe quoi. Donc c'est intéressant d'utiliser les deux parties séparées du fichier, parce qu'on va pouvoir regarder quels sont les pics de l'autre côté. Et donc, dans l'autre partie du fichier, on a plein de pics aussi extraordinaires et tout, mais ce n'est pas les mêmes. Et donc finalement, ces pics, c'était juste des fluctuations. Et vraiment, il ne trouve aucune corrélation entre le signe astrologique et des pathologies. Bon, je vous résume ça, hein, parce qu'en fait, il y en a deux qui ressortent, mais qui sont avec des probabilités assez hautes en fait. Mais quand on tient compte du nombre de combinaisons possibles
entre le nombre de signes et puis le nombre de maladies et compagnie, finalement, la proba est juste normale. Donc, typiquement, là, un astrologue pourrait dire « Ouais, mais vous n'avez testé que la position du Soleil de naissance. Mais et si c'était la position de Vénus dans le thème qui fait que, ou la position de Mars qui fait que ?» Moi, ce que j'aime bien répondre dans ces cas-là, c'est quand on prend un traité d'astrologie médicale, il n'y a pas de méthode différente pour le Soleil, pour la Lune, pour Mars, etc. À aucun endroit, les astrologues expliquent qu'ils ont procédé différemment pour les uns et pour les autres. Donc ils seraient complètement trompés pour le Soleil, mais ils auraient pu réussir pour d'autres. A priori, ce n'est pas l'explication la plus rationnelle, la plus simple. Donc ça, pour moi aussi, c'est le genre d'étude qui est vraiment très difficile vis-à-vis de l'astrologie. Donc oui, l'erreur statistique, c'est qu'en fait, il ne faut pas chercher sur le nombre de présidents de la République s'il y a des signes qui ressortent. Non, il faut se dire, s'il y a un signe qui doit ressortir, lequel ça doit être. Parce que là, on prend un risque. Et donc, après, à chacun de trouver ses raisons, mettons que ce soit le Capricorne qui est censé être ambitieux, administratif, etc., regardons si c'est le Capricorne. Et on a une petite chance de réussir. Alors que si on regarde et qu'on se dit, est-ce qu'il y en a un ? En fait, ça peut être n'importe quel signe qui va dire, c'est le Poisson. Ah voilà, c'est le Poisson. Bon, le symbolisme astrologique ne correspond pas du tout, mais on prend avec ce qu'on a. Mais non, s'il y a 12 fois plus de possibilités, là, on risque de trouver un résultat par hasard. Donc ça, c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas faire. Il faut définir à l'avance ce qu'on cherche, et pas prendre un résultat, et puis en tirer ce qui nous intéresse. Une erreur très très classique et très, très contre-intuitive. Parce que souvent, naïvement, quand on n'a pas des formations en mathématiques, on se dit que le réel est tel qu'il est, donc on regarde, et puis s'il y a quelque chose, on va le voir. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, la réalité, en fait. Donc pour vous dire, il y a des centaines d'expérimentations qui ont été faites sur l'astrologie. Si ça vous intéresse, le dernier livre qui compile tout ça, parce qu'il y a encore de vieux chercheurs qui continuent de noter, de compiler les résultats en se disant que ça servira peut-être à d'autres plus tard. Et donc, moi, c'est un peu ma Bible en ce moment, celui de droite. Si ça vous intéresse, je vous conseille évidemment. Je vais te poser une question en premier, peut-être sur Pluton. Pluton a été découvert quand même assez tard, puis les astrologues ont développé quand même une espèce d'astrologie qui est reliée à Pluton et qui semble être reliée plus au caractère du dieu Pluton que d'autres choses. Veux-tu commenter un petit peu là-dessus? La grande question, c'est quand on a un astre qui est découvert, qu'est-ce qu'on peut lui attribuer astrologiquement? Parce qu'on part de rien au début, on a juste un caillou, et donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc ça s'est repassé récemment avec la découverte de la planète Eris, qui est plus loin que Pluton et qui a amené le déclassement de Pluton en 2006. Moi, j'étais dans la communauté astrologique à ce moment-là, et en fait, les astrologues ne savaient pas quoi faire de ce nouvel astre, parce qu'il n'avait pas de nom. Et ça paraît étonnant, parce que quand on a une approche soit de physicien, de scientifique, on se dit que ce sont les propriétés de l'astre qui vont nous permettre de définir une éventuelle influence, ce genre de choses. Mais en astrologie, ça ne marche pas du tout comme ça, en fait, parce que l'astrologue fonctionne par analogie, par symbolisme. Donc, il faudrait pouvoir calquer un symbolisme sur ce caillou pour pouvoir l'intégrer à l'astrologie. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que Pluton a été nommé assez rapidement, alors que Eris, ça n'a pas été fait tout de suite. Donc, il y a une vingtaine d'années, les astrologues ne savaient pas quoi dire pour Eris, tant qu'elle n'a pas été nommée Eris. Et quand elle a été nommée Eris, étant donné que c'était la déesse de la colère, qui provoquait des rixes entre les gens et tout ça, il y en a certains qui ont commencé à essayer de regarder où se trouvait Eris au moment des révolutions, de ce genre de choses, pour voir s'ils pouvaient trouver des liens et commencer à donner un nouveau symbolisme à Eris, quelque chose qui ne serait pas redondant avec les planètes précédentes. Et donc, il faut bien comprendre que les symbolismes des planètes sont vraiment anthropomorphiques chez les astrologues. C'est-à-dire que là, on a donné à Pluton, par exemple, le nom d'un dieu, et puis Eris, c'est une déesse. Et donc, Pluton, ça renvoie à tout un symbolisme lié à la mythologie grecque. Et donc, c'était le dieu des enfers, ce genre de choses.
Et les astrologues se sont vraiment inspirés de ce symbolisme-là pour commencer à monter un petit peu une théorie et à essayer de l'intégrer à l'astrologie. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, ils se sont fondés sur l'idée qu'on avait à l'époque, que Pluton, c'était un peu la dernière planète du système solaire. Et qu'après, c'était un peu le grand vide. Donc on a des textes des années 30 qui expliquent que Pluton, c'est la frontière avec l'infini de l'univers, puisqu'après, il n'y a plus rien, quoi. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliards de corps qui sont, entre guillemets, pas très loin de Pluton. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui notamment la ceinture de Kuiper, qu'on a vraiment exploré, entre guillemets, depuis les années 2000. Et donc Pluton, c'est pas du tout la frontière de quoi que ce soit. Donc le symbolisme de Pluton, c'est comme tous les symbolismes, c'est quelque chose de surprenant, de poétique en fait. Oui, il y a encore plus cocasse que ça, parce que Pluton, ça a été nommé à partir des initiales d'un des astronomes qui avait travaillé sur sa découverte. Et c'était pas pour évoquer le dieu Pluton, mais c'est ce que les astronomes, c'est ce que les astrologues en ont déduit. Alors, je ne me souviens plus de que signifie exactement là, le PL et le TON, mais ce sont des initiales. Alors, en fait, le mot Pluton avec. En fait, moi non, ce n'est pas les sources que j'ai. Le PL, c'est Percival Lowell. C'est donc un astronome amateur qui a beaucoup financé l'astronomie, et c'est l'une des personnes qui payait, qui a découvert Pluton. Et donc l'idée c'était de choisir entre quel dieu et quel dieu on allait, on allait nommer la planète. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a l'histoire d'une petite fille, d'un astronome c'est elle qui a fait le lien en disant ah mais Percival Lowell, PL, Pluton. Et ça serait parti de là, en fait. Ouais. Bon. Mais, voilà. En fait, c'était pas ma question, c'était seulement une anecdote sur ce nom-là. Il y a un fait astronomique assez simple qui défait toute l'astrologie zodiacale. Je pensais que vous alliez en parler. C'est la précession des équinoxes. Parce qu'avec le mouvement de toupie de la Terre, l'oscillation de l'axe de la Terre, si on dit que le Soleil en juin se lève dans les Gémeaux, ben c'est plus ça. C'était le cas il y a 3000 ans, mais maintenant, je pense que les Gémeaux seraient des cancers. Et les astronomes, les astrologues n'en tiennent pas compte. C'est assez gros là, comme élément de base qui déconstruit toute l'astrologie zodiacale. Alors, j'ai tellement de choses à dire, en fait, que j'avais préféré ne pas en parler, mais j'avais quand même mis des slides à la fin, parce que j'attendais la question. Moi, j'avoue que j'ai des centaines de critiques à formuler contre l'astrologie, et il y en a deux avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est celle de la 13e constellation et celle de la précession des équinoxes. Donc, pour des raisons très différentes. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas aller dans votre sens. Donc, par exemple, là, je vous ai mis la région du ciel où on a donc l'écliptique qui passe, et vous avez une constellation qui est celle du Serpentaire. Et on voit que cette constellation, elle coupe la ligne jaune. Et c'est vrai, que depuis 1930, le Soleil traverse 13 constellations au fil de l'année. Et donc, comme je viens de vous le dire, c'est depuis 1930. C'est-à-dire que la délimitation officielle des constellations, c'est le Belge Eugène Delporte qui s'en occupe, et c'est validé à ce moment-là. Et donc, si vous voyez bien, si on regarde maintenant, je vous ai posé les signes astrologiques par-dessus. Donc vous voyez qu'un signe astrologique, ça n'a pas du tout la forme d'une constellation. C'est idéal, un signe astrologique, c'est purement virtuel, c'est géométrique, c'est ce que je vous disais. On n'est pas dans le ciel réel. Et en fait, on a le signe du Sagittaire qui est en dessus du Serpentaire. Ça, c'est une première chose. Mais pour le décalage, en fait, le signe du Sagittaire est en dessus aussi du Scorpion. Donc il y a vraiment un décalage. Parce que depuis l'Antiquité, effectivement, les signes et les constellations se décalent. Donc moi, ce que je retiens de ce problème, c'est ce que j'ai développé ce soir, c'est que le ciel des astrologues est déconnecté du ciel réel. Et ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Donc pour moi, c'est le problème que pose la précession. Ce qui me gêne, c'est quand on a des gens qui viennent nous dire il y a un bon zodiaque et il y a un mauvais zodiaque. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un zodiaque ? Un zodiaque, ce n'est pas astrologique, ce n'est pas entre guillemets astronomique. Un zodiaque, c'est un système de repérage.
quand on se dit, mais où est Vénus en ce moment, ou où sera Vénus dans 3 mois? Et bien donc, on a de quoi repérer les choses dans le ciel. On peut repérer le passage des planètes dans les constellations, et on peut repérer le passage des planètes dans les signes, qui sont 2 choses différentes. Et donc, en fait, les astrologues repèrent dans les signes, qui sont des choses complètement virtuelles, qui n'existent pas, et les astronomes repèrent dans des constellations, qui sont aussi des objets théoriques. Une constellation, ce n'est pas un objet physique. Une constellation, ça n'existe pas. C'est un dessin imaginaire qu'on porte sur le ciel et qui relie des étoiles qui sont distribuées à des distances très très différentes les unes des autres. Donc ça crée des polémiques. Moi, à mon avis, cette polémique-là, elle n'est pas bonne. Et puis, juste pour embêter, en fait, le Soleil traverse donc 13 constellations. Ah, j'ai quand même oublié de dire ça. En fait, si vous regardez les constellations, donc on devine, vous voyez le Serpentaire et le Scorpion en dessous. Si vous regardez les figures qui sont derrière, parce qu'une constellation, c'est un peu plus large que juste les traits bleus, ce qu'il faut voir, c'est que depuis l'Antiquité, en fait, le Serpentaire et le Scorpion se chevauchent. Donc, c'est depuis le début que c'est comme ça. C'est pas nouveau. Et le problème, si elles se chevauchent, c'est qu'à quel moment on passe d'une constellation à l'autre? Ça, il n'y a pas de réponse, en fait, puisque c'est des choses complètement théoriques. Donc, en 1930, on a fixé une frontière, on aurait pu la mettre à gauche, à droite, c'était pareil, parce que ce qui a déterminé, en fait, c'est le nom des étoiles qu'il y avait dans les catalogues astronomiques. Il existait plusieurs catalogues astronomiques et qui n'étaient plus cohérents entre eux, et donc il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, on a créé un repérage officiel pour tout le monde. Et donc, je disais, juste pour embêter, on reproche donc aux astrologues d'oublier une constellation. C'est le principe, parce qu'il y aurait 13 constellations et puis qui se décalent. Et donc, moi j'ai découvert ça en 2011, mais je n'étais pas le premier. En fait, si on suit les trajectoires de la Lune et des planètes dans le système solaire, notamment devant les constellations, et là-haut, vous voyez, vous avez la Lune qui passe régulièrement dans la constellation d'Orion. Donc il manque une constellation dans le zodiaque des 13 constellations. Et puis là, elle traverse le sextant aussi. Il en manque 2 en fait. Et puis là, si vous regardez, vous avez la Lune, vous avez Jupiter aussi, puis Mars qui traverse la baleine de temps en temps. Il manque encore des constellations. Mais en fait non, c'est juste que la Lune et les planètes traversent en tout 24 ou 25 constellations. Donc le zodiaque de 12 ou 13 constellations, il ne peut servir qu'à repérer le mouvement du Soleil. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop cette critique-là, parce qu'elle va très bien pour embêter les horoscopes, si vous voulez. Mais un astrologue, lui, ça ne le concerne pas. Parce que quand la Lune est dans Orion, elle n'est plus dans le zodiaque. Donc elle est où si elle n'est plus dans le zodiaque? Et donc si vous cherchez sur le site de la Société des Planétariums, vous verrez un article, ça date de 1977, où il y avait déjà un astronome qui avait remarqué ça, et qui disait, mais en fait, il manque plein de constellations pour repérer simplement les planètes et la Lune. Alors si on met Pluton là-dedans, il y a encore 20 constellations. Mais vraiment, c'est vraiment les deux critiques avec lesquelles moi, je ne suis pas d'accord. Alors moi, j'ai 2 questions. La première, c'est que vous avez dit tout à l'heure que les astrologues n'utilisent pas vraiment la position des étoiles, ils se basent plus sur les planètes. Puis là, je me dis peut-être qu'eux, ils diraient c'est parce que les étoiles sont plus loin, ou peut-être qu'il y aurait des raisons comme ça, parce que les planètes sont plus proches. Oui, les étoiles sont plus grosses, ils libèrent de l'énergie, c'est pas les mêmes corps célestes, là, mais peut-être que ça serait ça leur argument, pourquoi ils les intègrent ou ils n'en tiennent pas. Vous dites qu'ils n'en tiennent pas du tout compte, là, je me fie à vous. Si on veut être rigoureux, tous les astrologues, je ne peux pas dire qu'ils n'utilisent pas les étoiles, puisqu'on a l'astrologie indienne qui, elle, les utilise. Mais bon, moi je ne l'ai pas utilisé, ça n'a pas l'air de gêner les astrologues occidentaux. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un courant d'astrologie qu'on appelle sidéral, qui s'est créé justement pour essayer de repérer les planètes dans les constellations. Le problème, c'est quand on regarde le zodiaque dit sidéral, il n'est pas du tout à l'image des constellations. Donc c'est un petit peu bizarre en fait, c'est qu'ils ont repris un zodiaque des signes, et puis ils l'ont juste décalé de la précession des équinoxes. Donc c'est le même zodiaque en fait décalé, mais qui n'est toujours pas en lien avec les étoiles. Donc c'est pas très clair. Et puis sinon, vous en trouverez toujours qui peuvent utiliser la position de telle étoile par rapport aux planètes, mais c'est pareil, ça sera aussi la projection. Donc c'est vraiment marginal.
La deuxième chose, c'est que c'est malheureusement un argument d'astronome, ça, en disant, mais alors, si c'est une question de distance ou de taille, ce genre de choses, le problème, c'est comment on distingue, tel petit corps proche de nous de telle étoile loin de nous. Parce qu'un petit corps proche de nous va avoir une influence gravitationnelle qui peut être comparable à une étoile un peu plus loin. Et donc finalement, c'est l'argument des astrologues. Hein. Si c'est une question de distance ou si ce n'est pas une question de distance, tous les astres de l'univers devraient être utilisés. Ou alors il faut utiliser la loi de la gravitation. Et les astrologues ne veulent pas non plus. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, en tout cas pas chez les astrologues. Et éventuellement, c'est des arguments logiques, si vous voulez, mais ça ne va pas plus loin que des arguments logiques. Et mon autre question, c'est parce que je ne connais vraiment pas l'astrologie, donc quand vous parliez tantôt des études scientifiques pour démontrer, pour demander à des astrologues ou à des personnes de choisir leur thème, ben, moi, je ne sais pas exactement ce que c'est un thème. Est-ce que c'est comme une carte du ciel ou... Alors, j'aurais dû commencer par là, puis alors je suis désolé parce que c'était le slide d'après, mais oui, non, mais j'aurais dû commencer par là. En fait, l'idée de l'astrologie, c'est de regarder officiellement, l'intention, c'est de chercher où sont positionnées les planètes dans le ciel vues depuis la Terre au moment de la naissance d'une personne. Et dans ces cas-là, on peut obtenir, c'est une représentation possible, ce qui est à gauche, précisément la couronne colorée qui est au milieu. Le cercle autour, c'est autre chose. La couronne colorée qui est au milieu, en fait, en théorie, au centre, vous avez la Terre. Et autour, étant donné que les planètes ne s'éloignent jamais de la ligne parcourue par le Soleil toute l'année, en gros, elles sont toujours dans les cases qui forment la couronne. Et donc, là, par exemple, la personne qui est née, là, donc son thème de naissance est ici, si on regarde le Soleil, c'est celui-là, il était dans le signe du Cancer. Donc c'est une personne qui est née fin juin, début juillet. Et puis on avait Mercure qui était juste à côté, en Cancer. Et donc, d'après ces positions-là, l'astrologue peut dire « Ah, la personne, elle est plutôt comme ceci. » Et puis avec Mercure, elle va plutôt raisonner, penser ou communiquer de telle manière, comme un Cancer. Elle avait la Lune qui était en Lion. La Lune, c'est des émotions. Et puis on a vu que le Lion, c'est flamboyant et tout. Donc c'est une personne qui a des émotions fortes. C'est ce genre d'interprétation qu'on fait. Et donc un thème de naissance, ça repère un peu la position des astres du système solaire dans les signes astrologiques. Et puis c'est quand même plus sophistiqué que ça. Là, on le voit mal, mais si vous voyez à gauche, on a ce qu'on appelle l'ascendant. Et l'ascendant, c'est le point de départ d'une deuxième roue, qui est sur la première, la roue des maisons astrologiques. Et ces maisons-là, elles sont censées décrire moins ce que vous êtes que vos affinités avec certains domaines de la vie, par exemple. Et donc, là, par exemple, on a le Soleil et Mercure qui sont dans la 12e maison. Ça, l'astrologue va en tirer des interprétations. Je voulais faire une annonce aussi. Le numéro 110 de la revue, on a republié certains anciens articles, mais il y a une série d'articles justement sur l'astrologie. Et il y a un test qui a été fait par les sceptiques avec une astrologue. Fait qu'il y a une astrologue qui avait monté une dizaine de thèmes différents de personnes qu'elle avait. Puis après ça, ils ont demandé à ces personnes-là d'essayer de retrouver leur description astrologique parmi les 10. Et là, les résultats ont été minables. Il y a à peu près personne qui a reconnu son signe ou son thème ou quoi que ce soit, ou sa description. Mais vous avez, dans une de vos vidéos, vous avez mentionné que les gens qui connaissent l'astrologie, ils reconnaissent leur thème. Parce qu'à un moment donné, ils s'identifient tellement à ce thème-là qui a une espèce d'effet Barnum, ça les influence eux autres mêmes. Et plus tard, quand ils voient une description comme ça, ils se reconnaissent. Voulez-vous commenter un petit peu là-dessus? Oui. Ça a commencé en 1978, je crois. Une expérimentation qui a été menée par un psychologue qui s'appelait Eysenck, qui était très respecté, très sérieux et tout. Et avec un astrologue, donc, ils ont essayé de tester l'astrologie. C'était un peu je ne veux pas dire la préhistoire des tests sur l'astrologie, mais c'est un petit peu ça. Et donc, ce qu'ils ont testé, c'est l'extraversion. Extraversion, introversion, parce que c'est des choses qui sont assez bien maîtrisées en psychologie. Et en fait, donc pour ça, ils ont contacté 2000 personnes, je crois.
et ils leur ont fait passer des tests d'introversion et d'extroversion. Quel rapport avec l'astrologie? En astrologie, le bélier, on va dire que c'est le premier signe, après on a taureau, gémeaux, etc. Donc on a des signes qui vont de 1 à 12. Le premier signe, ça va être un signe masculin, le deuxième, ça va être un signe féminin. Et après masculin, et après féminin. D'après, en gros, les théories astrologiques, vous avez la moitié des signes qui est plutôt extravertie. Et l'autre moitié qui est plutôt introvertie. Et donc l'idée, c'était de comparer ces signes avec les résultats des tests. Qu'est-ce que ça a donné? Je vais vous montrer au moins la courbe. Ça a donné ce qu'on a appelé le zigzag, le zodiac zigzag. Donc en fait, là, ce sont les résultats des tests d'introversion et d'extraversion classés selon les signes astrologiques de naissance. Et donc, le zigzag qu'on obtient correspond pile à ce que prévoyait l'astrologie. C'est-à-dire qu'on est plutôt extraverti en haut, plutôt introverti en bas, et on trouve à chaque fois que d'un signe à l'autre, on passe d'extraverti à introverti. Et donc, il n'y a pas d'erreur, ça marche. Et donc, ça a été qualifié comme l'un des plus grands événements pour l'astrologie, par les astrologues, etc., etc. Et donc, vraiment, ça a surpris tout le monde, Eysenck aussi et tout ça. Et en fait, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attention d'abord, parce que le graphique n'est pas plein. Si vous voyez, en vertical, ça ne commence pas à 0. Donc là, en fait, les zigzags, ils sont grossis pour le graphique. Mais en fait, c'est beaucoup moins fort. Les écarts sont beaucoup moins forts. Et donc, Eysenck a réfléchi là-dessus. Et en fait, le truc tout con, et comme quoi on n'en tenait pas compte à l'époque, c'est que l'astrologue en question, c'est lui qui avait fourni les personnes parmi ses clients. Donc c'est des gens qui avaient déjà consulté en fait, et qui s'intéressaient à l'astrologie. Est-ce que le fait de s'intéresser à l'astrologie, ça pourrait influer sur le résultat d'un test de personnalité? Parce qu'on ne les a pas interrogés sur l'astrologie, on leur a fait passer un test de personnalité. Et donc c'était intéressant de voir une influence extérieure qui pouvait jouer là-dessus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reproduit les tests, et quand on commence à séparer les gens qui croient en l'astrologie des gens qui ne la connaissent pas, d'un coup, la courbe disparaît. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas l'astrologie, typiquement les gens qui ne connaissent pas leur signe, parce que ça ne les intéresse pas, eux, par contre, on ne retrouve plus du tout cette courbe. Et c'est là qu'on a commencé à se demander dans quelle mesure, non pas l'astrologie, mais la connaissance de l'astrologie, pouvait influer pas seulement sur nos croyances, pas seulement sur notre façon de vivre, mais sur notre façon de nous percevoir nous-mêmes. Donc quand on vous demande dans un test de personnalité de vous décrire, si vous vous décrivez en lien avec l'astrologie parce que vous la connaissez, c'est qu'il y a une influence sur vous. Mais l'influence, elle est sociale à ce moment-là. Elle peut être par rapport à ce que vous lisez, mais par rapport à vos réflexions, à vos discussions avec les gens qui y croient aussi. Et donc, il y a un impact qui est plus important. Et donc, pareil, tout ça, ça a été répliqué. Et c'est des courbes que j'avais prévu de vous donner aussi. Ici, en fait, quand on fait passer des tests de personnalité aux gens et qu'on mesure l'extraversion et l'introversion, ce qu'il faut voir, c'est que tous les points noirs, c'est les résultats qu'on a, et ils ne sont pas du tout à 0 s'il n'y avait aucune corrélation. Ils sont dégagés un peu sur la droite. Donc, il y a un lien, il y a quelque chose qui colle, même s'il est très faible. Mais il y a quelque chose. Et à droite, c'est les études où on sépare les gens qui ne connaissent pas l'astrologie. Et là, quand ils ne connaissent pas l'astrologie, tout se recentre vers 0, en fait. Le lien disparaît. Donc, vraiment, on a des mesures comme ça. Moi, je trouve qu'on n'en a pas assez, qu'il y aurait plein de choses encore à tester en allant plus loin que simplement l'extraversion, introversion. Mais l'influence sociale de l'astrologie, elle existe. Il y a cette expérimentation qui, pareil, en confirme d'autres qui existaient déjà avant elle. En fait, c'est un test, on a pris un certain nombre de personnes et puis on leur a fait passer des tests d'interprétation, des tests de performance cognitive, des tests de créativité, ce genre de choses. Et puis, donc, on les a vraiment, j'ai perdu le terme, mais j'allais dire récoltés, recueillis en leur disant qu'ils allaient faire ça. Et puis, avant qu'ils commencent, on leur a dit, ça va être un petit peu long, un petit peu costaud, il va falloir de la concentration et tout. Donc, prenez 5 minutes pour vous poser
Et puis, ah bah tenez, on vous donne un horoscope, si vous voulez, vous changez les idées. Et en fait, j'ai envie de dire, évidemment, c'est ça en fait, qu'on va tester. Ce n'est pas les performances cognitives, etc. Et la prévision avant l'expérimentation, hein, encore une fois, on ne fait pas des prévisions après les résultats, c'était de dire, on va, je crois que c'est un tiers, on partage les gens en 3, il y a un tiers à qui on va donner un horoscope positif. Ah, vous allez avoir une belle journée, vous allez faire de belles choses, vous allez avoir de bons résultats, je ne sais pas. L'autre groupe, on leur donne un horoscope plutôt négatif. Et le troisième, on leur donne un texte assez neutre. La prédiction, c'est que selon quel horoscope on a lu, il va y avoir une différence de performance dans les différents tests. Et bien donc, on a ces résultats, et c'est confirmé à chaque fois avec des probabilités de 1 sur 1000, il y en a une de 1 sur 100. Donc on sait que l'horoscope de presse, ça a une influence réelle. On ne sait pas laquelle exactement, parce que ça par contre, on n'a pas assez mesuré les choses et on ne peut pas les voir dans la vie quotidienne des gens. Mais on sait que quand on ne fait pas attention, ça peut avoir un effet sur un choix, par exemple, qu'on est amené à faire un petit moment après avoir lu son horoscope. Donc si vous avez à choisir entre une tarte au chocolat et une tarte à l'abricot, ça n'a pas trop de conséquences. Si vous êtes sur le point de rompre une relation ou d'en entamer une, ou de prendre un job ou de changer de job, ben peut-être que ça peut faire pencher la balance d'un côté ou un autre. Mais de manière totalement arbitraire. Et moi, ça m'énerve qu'on ne prenne pas ça plus au sérieux. Parce que je ne peux pas vous dire quelles sont les influences réelles et jusqu'où ça peut aller. Parce qu'on n'a pas les chiffres, en fait. Donc moi, je milite tout le temps pour dire il faudrait qu'on travaille sur ces choses-là. Parce qu'on a quelques résultats par-ci, par-là, mais souvent, c'est dans des petites revues ici, petites revues là-bas, donc c'est très difficile à trouver, et on n'a pas de synthèse générale de tout ça. Mais en tout cas, l'influence, elle existe. Et donc, pour finir, c'est à tel point qu'il y a des chercheurs, parce qu'on m'a posé une question intéressante, il n'y a pas très longtemps, on m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on teste encore l'astrologie? C'est bon, si on a compris que ça ne marche pas, que c'est faux, c'est réglé. Eh bien, en fait, tout simplement parce que, par exemple, en psychologie, on a des modèles à tester. Et donc, ben, c'est génial parce que l'astrologie, on sait que c'est faux. On sait qu'il n'y a rien derrière. Enfin, on a tout testé et bon, ça ne marche pas. Donc, ben, on peut tester des modèles psychologiques là-dessus et puis ben, ça peut servir à ça, en fait. Et donc, il y a des chercheurs aujourd'hui, quand ils utilisent l'astrologie dans leurs tests, ils refusent, d'un point de vue éthique, d'utiliser des horoscopes négatifs. Parce qu'ils savent que quand les personnes vont sortir de la salle, eh ben alors, elles vont dans leur vie réelle et que ça peut avoir une influence. Donc c'est pour dire, c'est pas juste théorique, quoi. Il y a des gens qui en tiennent compte. Donc c'est ce que j'appelle l'influence sociale des horoscopes et de l'astrologie. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené à devenir astrologue. J'avais 19 ans, je venais de vivre mon premier grand chagrin d'amour. Et mentalement, j'étais totalement immature, je n'étais pas armé pour répondre à ce qui m'arrivait, mon monde s'est effondré, je tombais en dépression, tout ça. Et vraiment, je ne savais pas comment faire face à ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller chercher dans les arts divinatoires en général, consulter des voyants, des choses comme ça, parce que je suis d'une culture populaire à la base, et que vraiment, on n'avait aucune connaissance scientifique dans la famille. Et donc, ben, comme je faisais un peu comme les autres, et j'allais voir la voyante que tout le monde allait voir, ou des choses comme ça, et en espérant que la personne reviendrait, et en me demandant mais comment je pouvais faire pour qu'elle revienne. Enfin, c'était des questionnements assez immatures. Et ça m'a amené aussi à m'intéresser à l'astrologie. Et puis, je crois que c'est 2 ans après, ou 1 an après, je m'étais acheté le livre des prévisions pour mon signe dans l'année, et ça commençait par un portrait détaillé de mon signe. Et il se trouve que je pensais avoir une personnalité très originale que j'avais construite pendant mon adolescence, très introvertie, très réfléchie, très posée, très machin. Et vraiment, c'était décrit dans le détail de ce portrait. Et ce jour-là, je me suis pris une claque et je me suis dit que ça ne pouvait pas être le hasard. Et je savais bien que ça décrivait 1/12 de la population mondiale, parce qu'il n'y a que 12 signes. Mais malgré ça, je me disais, c'est incroyable que ça corresponde autant. Donc moi, ça a vraiment commencé comme ça, c'est-à-dire dans un mauvais moment de ma vie, un moment peut-être où on est moins lucide. Et la deuxième chose, ben, c'est que voilà, j'ai été victime, je pense, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Barnum. C'est-à-dire qu'on a des descriptions qui correspondent à un très grand nombre de personnes, et quand on les lit, on s'y reconnaît.
Et l'effet Barnum, c'est pas de s'y reconnaître, parce que si ça correspond à un grand nombre de personnes, c'est normal de s'y reconnaître. L'effet Barnum, c'est de se dire « Waouh, mais ça a été écrit pour moi ». Et ça, c'est un piège psychologique dans lequel on tombe très très facilement. Et donc, pour aller plus loin, pour dire que j'étais quand même pas aussi naïf, j'ai fait monter mon thème de naissance, et comme par hasard, j'avais 4 ou 5 planètes dans mon signe. Donc j'étais peut-être plus de mon signe que la plupart du 12e de la population mondiale. Donc j'ai rationalisé comme j'ai pu la possibilité que ça pouvait vraiment me correspondre. Et après, pchouf, je suis rentré dedans. On va remercier le conférencier, ça a été une excellente conférence.